Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour une cinquième séance de ce cours d'auteur contemporain qui va être consacré aujourd'hui à la notion, ou le concept plus exactement, d'expérience, qui lui aussi est une manière de traiter des spécificités de l'actualité, enfin de la période actuelle, et qui est une période, comme on l'a vu, qu'on a pu appeler hypermoderne, et qui induit une certaine confrontation entre une complexité des rapports sociaux, du système social, et une certaine rigidité des institutions. C'est cette tension que la notion d'expérience permet de saisir, et de saisir donc le processus d'individualisation des rapports sociaux dans le sens d'un rapport individualisé entre les acteurs sociaux et le système social et les institutions dans leur généralité. Alors le principal représentant de ce concept, celui qui l'a forgé, qui l'a développé et qui en est l'auteur donc, et qui l'a mis en œuvre sur plusieurs objets, s'appelle François Dubay. Je vous ai donné, dans le cadre des travaux dirigés, un texte extrait d'un ouvrage théorique, disons, majeur de François Dubay, qui s'appelle tout simplement La sociologie de l'expérience, et dont vous verrez à la fois les principes théoriques et les principes empiriques, c'est-à-dire la façon dont ce concept s'applique à des situations très concrètes. Alors, quelques mots donc sur François Dubay. François Dubay qui est parti à la retraite récemment, donc qui est un sociologue très contemporain, et a commencé sa carrière dans les années 70, fin des années 70 et début des années 80, aux côtés d'Alain Touraine, qui est un des grands théoriciens de la sociologie, disons, classique, celle des années 60-70, aux côtés de Bourdieu, Boudon et quelques autres. Et c'est situé donc dans cet héritage d'une sociologie de l'action. Il s'agit d'interroger et d'observer l'action sociale et ce qui était à l'époque dénommé les mouvements sociaux, qui renvoyait à des grands mouvements sociaux de protestation, euh, de grève, voire d'émeutes, comme ce fut le cas en 1968, comme on le sait. Donc ces mouvements sociaux, cette expression collective, d'une demande collective de transformation de la société, a été extrêmement forte et prépondérante dans les années 60 et 70, où il y avait régulièrement, comme ça, des revendications collectives et une forte prégnance d'idéologie, d'idéologie politique, d'idéologie qui sollicite le changement ou la transformation du système social dans son ensemble, en même temps que du système politique, c'est-à-dire à la fois les institutions et les normes. Et ces mouvements sociaux ont été étudiés par Alain Touraine et par ses collaborateurs comme quelque chose qui est majeur pour expliquer les évolutions du système social, la transformation de la société, voire le mouvement historique dans son ensemble. Donc je vous renvoie ici à, au cours précédent que vous aurez pu avoir sur ces questions-là, sur la sociologie de l'action des années 60 et 70, ou à des ouvrages classiques sur ces théories de l'époque et sur la sociologie classique. Mais quand François Dubay arrive vraiment dans la maturité de ses recherches, les mouvements sociaux sont en train de s'épuiser
en train de disparaître d'une certaine manière. Il y a de moins en moins de mouvements sociaux et surtout les grandes idéologies politiques tendent à s'effriter, à disparaître et à ne pas être remplacées par d'autres. Et donc, on n'est plus du tout dans le même schéma de rapport des collectifs au système social ou au système politique. On est dans ce qui est l'amorce de cette individualisation, en tout cas fragmentation du rapport au système social. Les grands syndicats perdent en vigueur et en adhérents, donc, et les grands partis politiques également, et surtout les grands partis politiques qui représentaient des idéologies très fortes. Et le cas du Parti communiste est particulièrement éloquent, puisque, je l'ai déjà dit, je crois, dans un cours précédent, le Parti communiste faisait plus de 20% aux élections en 1978 et en 1981. Après 1981, ne cesse de décliner pour arriver à la fin des années 80 à un pourcentage extrêmement faible, inférieur à 10%. Et être dans un pourcentage excessivement faible aujourd'hui, comme on sait. Donc voilà, si on parle de ça, c'est parce que ces partis politiques étaient porteurs de grandes explications du monde, soit marxistes à gauche, soit plus conservatrices à droite. Et ces grandes explications du monde, ces grandes lectures globales du monde social et du monde politique sont en train de s'effondrer à cette époque et ne laissent pas de ressources pour des mobilisations collectives pour changer le système social. Et d'ailleurs, il n'y a pas de demande forte en transformation du système social, juste en amélioration d'un certain nombre d'enjeux, comme celui, évidemment, de la croissance économique, du prix et de l'inflation, qui était un enjeu fort à l'époque, et de l'accroissement du chômage, qui constitue un phénomène nouveau à la fin des années 70 et au début des années 1980. Donc toutes ces choses-là, cette transformation dont je vous ai déjà parlé, et qui amorce une nouvelle ère en quelque sorte, se traduit également par l'apparition de quelque chose qui ressemble un peu à ces mobilisations collectives, mais qui n'en sont pas, et qui sont ces émeutes provenant des jeunes des cités, des jeunes qui sont donc issus de la classe populaire, qui sont souvent en grand désarroi social, en grande difficulté sociale, à la fois parce qu'ils sont privés de qualification, privés d'accès au marché de l'emploi, ils sont très fortement frappés par le chômage, et leurs parents le sont également, et puis qui sont accumulés, disons, dans des cités, grandes cités, notamment en région parisienne, en région lyonnaise, ou dans d'autres grandes villes, des grandes cités de logements sociaux massifs, où finalement tous ceux qui étaient les ouvriers et qui ont réussi à voir leur situation s'améliorer ont quitté ces cités où il ne reste plus que ceux qui sont issus de l'immigration, qui ont des très faibles revenus et qui sont souvent dans une situation de non-emploi, pas forcément de chômage, mais aussi d'arrêt maladie, de handicap, etc. Voilà toute une situation qu'on connaît, hein, qui est une situation assez critique et qui donne lieu à des émeutes de jeunes qui se traduisent par des affrontements avec la police, par la destruction de biens, de voitures par exemple, qui sont incendiées. Et tout ça est inquiétant à cette époque-là et associé avec des révoltes de jeunes de mai 68 et tout ce qui s'est passé après,
tout en voyant bien qu'il n'y a pas derrière ces émeutes de jeunes des cités la moindre revendication collective par rapport à l'État, par rapport au système politique, ou plus généralement encore aux normes ou au système social. Donc c'est un phénomène intriguant, c'est un mouvement social, mais un mouvement social d'un genre nouveau, un peu sans objectif, mais en même temps très inquiétant et sociologiquement très spécifique, puisque on voit qu'on a affaire à une population qui est bien délimitée et qui est frappée par les problèmes sociaux majeurs. Que ce soit la ségrégation urbaine, que ce soit l'exclusion de l'emploi, ou que ce soit les difficultés scolaires, l'exclusion du système scolaire. Alors, François Dubay va donc s'atteler à l'observation et à l'examen sociologique de ce phénomène, qui est donc ni politique, ni pour autant purement délinquant, parce qu'on ne peut pas considérer qu'il s'agisse simplement de jeunes qui sont des délinquants et qui cherchent à détruire par plaisir ou pour faire la loi dans leur quartier ou pour protéger le trafic de drogue. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et les sociologues de cette époque notent bien cet aspect non simplement délinquant de ces émeutes, alors même que, évidemment, le discours politique tend à leur prêter cette caractéristique de délinquance. Donc, dans les premières émeutes ont lieu dans les années, dès 1981 d'ailleurs, hein, dans la banlieue lyonnaise, mais elles auront lieu assez régulièrement, et il faut s'atteler à la compréhension des problèmes de cette jeunesse totalement déboussolée et issue, disons, d'une catégorie sociale qui n'est plus simplement celle de la classe ouvrière, mais d'un milieu qu'on appelait à l'époque d'exclusion, même si le terme d'exclusion n'est pas tout à fait convenable. C'est une exclusion à la fois urbaine, exclusion de l'emploi, exclusion de l'école, mais néanmoins pas totalement exclusion de la consommation, par exemple, ou du logement, ou des politiques publiques. Voilà, donc François Dubay, avec une équipe, va aller voir ce qui se passe dans plusieurs de ces cités de banlieue, auprès de ces jeunes, pour tenter de comprendre quelle est la logique qui se situe là derrière, en termes de mouvements sociaux, ou en tout cas en termes de sociologie d'action, comprendre et saisir les logiques de l'action de ces émeutes, qui ne relèvent pas d'une mobilisation collective autour d'une idéologie, ou en tout cas d'un projet de société ou de changement de la société. Alors ce travail qui s'étend sur plusieurs années donne lieu à un ouvrage qui constituera notre référence ici pour introduire la notion d'expérience qui va apparaître à ce moment-là. Cet ouvrage donc s'appelle « La galère, jeunes en survie ». C'est un genre de best-seller, si on veut, de la sociologie, mais c'est tout à fait mérité, car c'est un ouvrage très complet, dont je vous recommande la lecture. C'est un des travaux sociologiques français majeurs, à mon sens, sur un sujet qui est un sujet évidemment fort intéressant et qui comporte différents aspects autour de la question des difficultés sociales, des problèmes sociaux, des questions autour de la délinquance, et puis des questions autour des politiques publiques, et également des questions autour de la discrimination et de la deuxième génération issue d'immigration, puisque ces jeunes sont pour la plupart dans ce cas de figure. Donc cet ouvrage met en scène toute la démarche méthodologique, dont on va voir qu'elle est fort intéressante aussi, parce que il fallait faire preuve d'innovation méthodologique, et décortique les résultats à partir des données recueillies selon cette méthodologie, et délivre quelque chose d'assez innovant, qui est finalement l'idée qu'il n'y a pas de mouvement social, mais il y a une action éclatée qui se cristallise à un moment donné
dans ces émeutes et qui reflètent le problème de ces jeunes qui sont dans une société de plus en plus individualisante, avec de moins en moins de projets collectifs, mais avec des problèmes qui sont une multiplicité de problèmes personnels et donc de réponses tout à fait locales, mais collectives entre eux, à ces problèmes personnels. Donc, ce que Dubé appelle la galère, qui est repris du vocabulaire des jeunes de l'époque, c'est cette situation un peu de désarroi et de difficultés dans lesquelles se trouvent les jeunes dans les cités. Et il la considère non pas comme un état, non pas comme un état psychologique, par exemple, ni comme un simple état sociologique, c'est-à-dire le fait de se trouver dominé, par exemple, comme l'aurait pu le penser une sociologie classique, là aussi, en la matière, ou une sociologie marxiste, par exemple, mais comme une expérience, c'est-à-dire comme un rapport, on va le voir, du sujet, plus ou moins individuel, au système social, et d'une action collective qui s'appuie sur cette expérience. Alors, avant d'entrer dans le détail de ce mode d'explication et cette théorisation, deux mots, ou même un peu plus, sur la question de la méthode. Donc là, l'approche de ce type de situation impliquait de mettre, comme je l'ai dit, une méthode en œuvre qui soit adaptée à cet objet, puisque finalement, premièrement, on a affaire à des jeunes qui n'ont pas un discours très constitué sur leur propre situation ou plus largement sur la société. Deuxièmement, on a affaire à des jeunes qui sont dans une dynamique collective, et c'est celle-là qu'on veut observer, c'est-à-dire que les émeutes, mais plus largement tous les problèmes qui peuvent émerger autour des jeunes dans les cités de banlieue, sont des phénomènes collectifs. Ce sont très peu des jeunes qui commettent des actes individuellement, et ils le commettent collectivement, et parfois de façon... enfin, en étant très nombreux, comme c'est le cas évidemment dans les émeutes, qui sont des agrégations de groupes de jeunes qui viennent défendre leur cité ou manifester du mécontentement collectivement. Donc il s'agit bien d'action collective, et par conséquent, si on veut étudier l'action collective, eh bien, il faut une méthode qui retrace cette action collective. Donc, de la méthodologie qui va être principalement mise en place et développée par François Dubé et ses collaborateurs, c'est une méthode qui consiste à mettre les gens ensemble, autrement dit à reconstituer une situation de dynamique collective, pas d'émeute bien sûr, pas de situation d'action collective naturelle, mais une situation artificielle, certes, mais où les jeunes sont saisis dans une dynamique collective dans le cadre de rencontres entre eux qui sont fixées de manière régulière, où ils sont invités à participer, après avoir été recrutés, choisis avec les acteurs locaux adultes dans les écoles ou dans les centres de prévention ou de maisons de jeunes et de la culture, pour pouvoir faire en sorte d'avoir un panel, comme on dit, hein, un échantillon de jeunes suffisamment diversifiés. Et il s'agissait donc de les mettre ensemble pour les faire débattre. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un focus group, mais le focus group ici est d'un genre un peu particulier, puisqu'il ne s'agit pas tant de provoquer un discours collectif que des échanges et une dynamique. Et donc, dans le cadre de ces regroupements entre 10 et 15 jeunes régulièrement, des sujets sont abordés
de façon à ce que les jeunes puissent donner leurs impressions, mais surtout échanger et créer une dynamique collective. Autrement dit, non pas, ce ne sont pas des discours individuels qui sont saisis, mais c'est la cohérence d'un discours collectif ou d'une prise de position collective sur un sujet dans une dynamique qui s'inscrit dans l'interaction entre les jeunes. Donc ça, c'est une première phase. Et dans une deuxième phase, pour saisir le rapport des jeunes aux institutions notamment, ces jeunes sont confrontés à des adultes, toujours dans le cadre de ces rencontres collectives, à des adultes qui sont représentants des institutions, de façon à ce qu'on puisse comprendre, en leur laissant la parole, en les laissant s'exprimer sur ces institutions et leur rapport avec ces institutions, eh bien, ils vont donc rencontrer des représentants de l'école, des enseignants, autrement dit, beaucoup plus que... Il ne s'agit pas de représentants institutionnels de type inspecteur, etc., mais des représentants de l'école sous la forme d'enseignants, des représentants de la municipalité en la personne d'élus municipaux, et des représentants de la police en la personne, bien sûr, de policiers, plutôt de policiers de terrain, avec qui ils sont amenés à être en contact. Voilà. Et puis d'autres adultes, comme des représentants des commerçants, par exemple. Eh bien, l'idée étant ici de solliciter chez les jeunes, de susciter plus exactement, une dynamique collective qui montre comment ils se positionnent collectivement ou non d'ailleurs face à ces institutions et comment leur rapport à ces institutions est problématique, c'est-à-dire qu'ils n'adhèrent pas spontanément aux institutions et que les institutions peuvent même être leur adversaire, une espèce d'ennemi fantasmé qu'ils rendent responsable de leur situation. Alors, que résulte-t-il de ce travail de recueil de données qui dure, je le rappelle, plusieurs années sur plusieurs sites, en France et également un en Belgique? Eh bien, il en résulte principalement le constat d'une action éclatée, comme Dubé va l'appeler, c'est-à-dire des logiques d'action qui sont incohérentes, qui n'apparaissent pas comme cohérentes, qui apparaissent même parfois comme contradictoires, et qui, néanmoins, si on les analyse précisément, peuvent apparaître comme ayant chacune leur logique. Autrement dit, c'est ce que Dubé observe, c'est que les logiques de l'action qui provoquent, par exemple, des émeutes, mais aussi toutes sortes de choses dans le quotidien des jeunes, sont animées par des logiques d'action qui ne sont pas compatibles a priori, mais qui se rencontrent dans le quotidien, dans l'action, et que seule l'analyse sociologique permet de mettre au jour, avec cette définition précise de l'analyse en termes scientifiques et épistémologiques, qui est qu'il s'agit de dégager les éléments constitutifs. À l'analyse en chimie, par exemple, c'est bien ça, c'est dégager les éléments constitutifs H2O, mettre d'un côté l'oxygène et de l'autre côté l'hydrogène, pour comprendre de quoi est fait l'H2O, c'est-à-dire l'eau. Eh bien, là encore, c'est la même chose. On a des éléments constitutifs différents, mais qui, lorsqu'ils se combinent d'une certaine manière, donnent lieu à une réalité sociale, sociologique, celle du quotidien des jeunes des cités, et c'est celle-là donc qu'il faut, cette combinaison qu'il faut observer et dont il faut rendre compte. Donc cette combinaison de logique d'action se
se divise en trois principaux régimes d'action, ou logiques d'action, comme on voudra, qui se traduisent dans l'action et dont on verra ensuite quelles peuvent être leurs explications ou les logiques profondes qui les animent. Mais les régimes d'action, c'est tout simplement ce que les jeunes font et les logiques qui habitent ces actions quotidiennes, qui sont visibles aussi bien dans les groupes que dans le quotidien de leur vie dans les cités, dans l'espace collectif, mais aussi à l'école ou ailleurs. Alors la première de ces logiques d'action, vous le voyez, c'est la notion de violence, ou plus exactement de violence sans objet. On va y venir. Et cette violence sans objet, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est de la violence, un peu pour la violence, qui consiste pas forcément à agresser d'autres personnes, qui consiste principalement à détruire ou à malmener leur environnement. On pense bien sûr ici aux voitures brûlées, mais ça n'est pas que ça. On peut y associer toutes sortes de dégradations qui sont réalisées sur le parc immobilier, par exemple, hein, sur les ascenseurs, les escaliers, les équipements extérieurs qui sont dégradés sans cesse par les jeunes, y compris d'ailleurs des équipements qui leur sont destinés, comme des maisons de jeunes, et qui constituent finalement un mode de fonctionnement assez courant, qui peuvent atteindre bien sûr des sommets, en quelque sorte se cristalliser de façon très forte lors d'émeutes, et qui peut donner lieu à la destruction de bâtiments entiers par le feu, destruction de toute une série de voitures dans le cadre d'émeutes, et puis bien sûr cette violence aussi du rapport avec la police, hein, qui constitue une violence vis-à-vis des institutions plus que de personnes physiques. Et puis bien sûr des violences qui peuvent être des violences interpersonnelles qui existent aussi, mais ce qu'il faut bien saisir, c'est que cette violence n'a de réalité, de sens et d'émergence que dans une action collective. Hein. C'est quand les jeunes se rencontrent qu'ils sont dans l'action violente. La deuxième logique, François Dubé l'appelle la logique des combines. C'est un vocabulaire qui est emprunté aux jeunes eux-mêmes. Et les combines, c'est quoi? Eh bien, c'est toutes sortes d'activités plus ou moins légales et qui leur permettent de pallier à leurs difficultés sociales, à leurs difficultés économiques, voire à leurs difficultés psychologiques, par exemple à l'ennui, et qui consistent donc à avoir des activités qui sont des activités petit trafic, de vente, de vol, ou des choses plus ou moins légales d'ailleurs, parce que parfois elles sont légales, qui leur permet donc de vivre au quotidien et de pallier l'absence d'emploi, l'absence de revenus, et les mauvaises conditions de vie dans lesquelles ils estiment être. Et donc, ces combines, nous dit Dubé, sont une logique d'action spécifique, dans la mesure où elles ont un caractère créatif, par opposition à la violence qui a un caractère plus destructeur. Elles mobilisent une certaine intelligence qui permet de contourner la loi, d'acquérir de l'argent. Et par exemple, dans le cas des trafics, on pense au trafic de drogue bien sûr, mais il y a d'autres types de trafics, en particulier de biens subtilisés, ou d'autres biens qui ont été pas forcément acquis de façon tout à fait légale. Et, eh bien, il y a véritablement une dynamique, par exemple, de
dynamique commerçante, de la revente, du fait de compter de l'argent, de fixer un prix et d'organiser un système de revente avec éventuellement des intermédiaires et aussi évidemment de solliciter les clients, c'est-à-dire de faire une sorte de marketing, hein, et puis de défendre son espace de vente face aux institutions qui voudraient l'empêcher. Donc c'est une forme d'activité créative, même si évidemment on peut la condamner parce qu'elle est illégale. Mais la question n'est pas sur la légalité, la question est sur la logique de l'action qui sous-tend ces pratiques. Alors la troisième logique d'action, c'est celle d'une demande de protection dont on voit qu'elle est un peu contradictoire avec les deux autres, puisque les deux autres sont dans une opposition, disons, aux institutions, hein, dans un défi vis-à-vis des institutions, ou dans un défi vis-à-vis de la loi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, pour les combines, mais, ou en tout cas des règles sociales ordinaires. Mais ici, au contraire, d'une demande de protection, soit de la part des institutions, soit de quelque chose qui leur permet de supporter les difficultés de la vie. Et ici, il faudrait sans doute inclure la consommation de drogue qui, par son caractère apaisant, qui prévient l'anxiété ou qui évite l'anxiété ou qui a toutes sortes de vertus, qui permet de quitter la difficulté, provisoirement la difficulté de la réalité quotidienne, eh bien, constitue une demande de protection vis-à-vis d'un monde qui apparaît comme extrêmement difficile. Nous allons revenir sur ces logiques d'action, mais on va voir qu'elles se combinent avec des types d'expériences du monde qui sont vécues à un niveau peut-être plus individuel, qui c'est-à-dire l'expérience du monde, c'est la manière dont ces jeunes ressentent le monde, dont ils expriment ce sentiment. Et quand je dis le monde, c'est aussi bien les institutions, le système social, les difficultés dans lesquelles ils se retrouvent, les problèmes économiques, les problèmes familiaux, les problèmes de logement, etc. Donc cette expérience du monde, c'est-à-dire la façon de se vivre comme sujet pensant vis-à-vis du monde et du quotidien que ce monde social procure, eh bien, participe donc de ces trois types. Premièrement, la rage, que j'aurais dû mettre ici entre guillemets, en réalité, puisque c'est là encore une notion qui est empruntée aux jeunes. On a la rage. Et la rage, Dubay le traduit par, finalement, ce sentiment de faire l'objet d'une domination, d'être soumis à une domination et d'être, de la part des institutions en particulier, mais aussi dans le cadre de la discrimination, disons, raciale, ou en tout cas culturelle, hein, dont ils peuvent faire l'objet, et qu'ils peuvent ressentir de toutes sortes de manières dès lors qu'ils quittent leur quartier, ou quand ils sont candidats à un emploi, par exemple. Eh bien, cette domination, ça n'est pas simplement une domination objective qu'ils ressentent, c'est surtout une dynamique subjective, c'est-à-dire la manière dont ils la reçoivent, dont ils la ressentent, et ce que ça produit comme effet chez eux, c'est-à-dire une résistance d'une certaine manière à la domination. La rage, c'est à la fois le fait de subir la domination comme quelque chose d'injuste, une injustice, mais aussi de vouloir y résister. L'exclusion, deuxième notion qui traduit une autre forme d'expérience du monde,
On voit peut-être mieux là ce à quoi ça renvoie, et c'est assez différent de la domination, puisque la domination, c'est un lien avec des autres milieux sociaux ou avec des institutions avec lesquelles on se sent en confrontation. Ici, l'exclusion, il n'y a pas de confrontation, il y a juste de l'exclusion, c'est-à-dire le fait de ne pas se sentir admis ou autorisé à participer à une vie sociale du quotidien, c'est-à-dire, autrement dit, ce sont les jeunes des cités, lorsqu'ils se rendent dans les grands centres-villes des grandes villes, s'y sentent très mal à l'aise parce que ce monde dans lequel ils n'ont pas accès, eh bien, ne les regarde pas, les exclut, les tient à l'écart, ne les cherche pas à les dominer, mais simplement refuse de les intégrer. Et ça se traduit bien sûr par la ségrégation urbaine en général, puisque de ce fait, les jeunes restent dans leur quartier, ne sont pas en rapport, en relation avec le reste de la ville, le reste de la société, et s'en sentent parfaitement exclus, n'y ont pas leur place, et cela renvoie aussi, là encore, à une forme de ségrégation raciale, puisque, par exemple, ces jeunes étant issus de l'immigration, dès lors qu'ils sont dans la société en général, sont dans une société qui n'est pas faite pour cela, ou, par exemple, c'était particulièrement le cas dans les années 80, si on regarde les grands médias, la télévision, que ce soit des fictions, que ce soit les informations, des magazines, tout ce qu'on voudra, on voit apparaître très peu de gens issus de l'immigration. Les choses sont différentes aujourd'hui, bien sûr. La troisième logique d'expérience, qui est repérée dans les paroles et les expressions des jeunes qui sont observés dans ces séances, c'est une logique donc de désorganisation, ou plus exactement de se sentir dans un monde désorganisé, où finalement on est confronté à une complexité, et que cette complexité-là, c'est ça qui fait qu'on n'a pas accès à un certain nombre de choses, qu'on a des problèmes personnels, qu'on n'arrive pas à résoudre, et que rien n'est fait pour nous. Autrement dit, une société où les institutions, les organisations, c'est-à-dire les entreprises, la famille, le logement, tout ça n'a pas de cohérence, puisque si on veut aller travailler, il faut aller loin par rapport à sa cité, et on ne peut pas se rapprocher parce que la cité HLM vous met dans un espace éloigné de la ville ou des lieux de production, parce que il y a toutes sortes de problèmes familiaux qui sont liés, par exemple, au fait que les parents sont issus d'une culture immigrée différente, et que leur insertion dans la société française se fait difficilement, qu'à l'école, eh bien, ils n'arrivent pas à suivre parce que l'école ne prévoit pas quelque chose qui fasse en sorte qu'ils puissent davantage s'intégrer. Bref, l'incohérence de tous ces éléments constitutifs du monde social dans lequel ils vivent crée un sentiment d'être dans un monde désorganisé, dans un monde pourri, pour reprendre l'expression des jeunes, et qui renvoie à des problèmes personnels qui sont parfois vécus très gravement, avec des dépressions chez les jeunes, voire des tentatives de suicide qu'il ne faut pas oublier, et se concentrer uniquement sur leur activité, disons, délinquante. Alors, la galère comme expérience, c'est la combinaison de tous ces éléments-là, de ces régimes d'action qui sont sous-tendus par des expériences et qui fonctionnent d'une manière combinée, c'est-à-dire que les jeunes passent de l'un à l'autre, mais qu'à chaque fois, c'est une expérience négative qui est sous-jacente. Si
c'est-à-dire une galère, hein, quelque chose qui est vécu comme une expérience négative. Si on prend par exemple la consommation de drogue, on voit que la consommation de drogue participe de la combine, puisqu'on va acheter de la drogue pour pouvoir en consommer, et qu'il faut être dans un système illégal pour avoir droit, ou pour avoir la possibilité de, non pas le droit, mais la possibilité d'avoir accès à du cannabis. Et puis, ce cannabis, cette consommation, elle répond à quoi? On l'a dit, à une certaine demande de protection par rapport à un monde désorganisé, par rapport à une exclusion. Et donc, on consomme pour s'extraire de ce monde qui, provisoirement, de ce monde qui est très problématique et vécu de façon pénible. Et puis, dans certains cas, la consommation de drogue peut donner lieu à une perte d'un certain nombre de repères, comme on dit, et donner lieu donc à des actes de violence et à une dynamique collective de violence sans objet. Donc, la consommation, le simple fait de consommer du cannabis, qui est une seule action finalement réelle, fait appel à diverses logiques d'expérience et diverses logiques d'action, y compris les trois combinés. Et donc, une forme de combinaison que constitue la galère envoyant à l'ensemble de ces expériences négatives et au quotidien qui est le réceptacle de cet ensemble d'expériences négatives. Alors, pour rendre compte de cette combinaison, de cette combinatoire d'expériences autour de la galère, François Dubay propose un schéma circulaire, puisque l'idée c'est que tout cela est cyclique, que tout cela est relié de façon constante autour d'un centre, et ce centre, c'est l'expérience de la galère comme expérience du quotidien. Ce schéma, le voici. C'est une photocopie de l'ouvrage. Donc, je vous incite à bien en saisir toute la combinaison, c'est-à-dire qu'on a les trois fameuses logiques d'action, mais dont on voit qu'elles résultent de la combinaison de formes d'expérience. Si je prends les combines, Dubay considère que les combines, c'est la combinaison de la force issue de la rage, c'est-à-dire que le fait de se ressentir la domination, mais dans une situation de défi vis-à-vis de ces institutions, qui permettent de transgresser la norme, la loi en matière de trafic, par exemple, ou de vol, ou de petites escroqueries, et d'une frustration de ne pas appartenir à ce monde qui fait suite au ressenti d'une exclusion. Si je prends la protection, les actions qui renvoient à la protection, c'est-à-dire une demande qui est adressée aux travailleurs sociaux, notamment, mais aussi parfois aux enseignants, à l'école, ou à d'autres adultes divers et variés, mais aussi une demande de protection qui peut se traduire par le fait de consommer de la drogue, ou d'aller voir le médecin pour pouvoir obtenir des anxiolytiques ou différents médicaments qui permettent de se protéger de ce monde agressif. Ça résulte de l'autre dimension de l'exclusion qui entraîne une autre logique d'action, celle de cette protection, donc par l'idée d'un retrait vis-à-vis de ce monde. Puisqu'on est exclu de ce monde, eh bien, je vais m'en retirer, je ne vais pas manifester ma frustration en ayant des pratiques qui ne sont pas conformes aux attentes, conformes aux normes, mais comme les combines, mais je vais me retirer de ce monde, m'en abstraire, puisqu'il ne veut pas de moi. Et c'est d'autant que je rencontre toutes sortes de problèmes personnels. Là encore, ce sont les jeunes qui parlent comme ça, des problèmes personnels.
par rapport à un monde désorganisé qui fait que mes parents sont au chômage, qui fait que ma famille, ça se passe mal, que je vais, je dois rester à l'extérieur, par exemple, pour que ma petite sœur puisse étudier convenablement, faire ses devoirs, etc., etc. Toutes sortes de problèmes personnels qui donnent lieu à un besoin de se sentir protégé par d'autres adultes que ses parents et de se sentir, en quelque sorte, dans un monde d'exclusion, se sentir dans une bulle où on ne risque pas de subir la désorganisation et l'exclusion. Et puis, l'explication donc de la violence sans objet, c'est-à-dire de toutes ces formes de vandalisme ou de violence physique vis-à-vis de la police ou autre, c'est la combinaison, d'après Dubay, d'une dynamique négative par rapport à une domination qui donne lieu à un nihilisme. Le nihilisme, c'est-à-dire nihil en latin, c'est le rien, l'absence, le vide. Et donc, le nihilisme, c'est-à-dire le fait de refuser toute forme de valeur au monde social, aux institutions, à la réalité sociale, etc. Et aucun projet de vie, aucun projet d'appartenance collective. Donc, finalement, aucune valeur à quoi que ce soit. Et puis, le sentiment de participer d'un monde pourri, c'est-à-dire d'un monde dont la désorganisation est faite contre soi, est faite contre en tout cas, ne favorise pas la vie quotidienne de ces jeunes. Et donc, dans une dynamique à la fois de rage et de sentiment de désorganisation du monde pourri, les jeunes se lâchent parfois dans une violence sans objet, une violence sans objet dont on a dit que ça pouvait être des actes de délinquance de type destruction de biens, mais ça peut être aussi une violence contre soi. Hein, et il peut y avoir une dynamique d'autodestruction de type toxicomanie, ce qui n'est pas la même chose que la consommation de drogue, c'est-à-dire une toxicomanie qui fait que on cherche à se détruire soi-même, voire de suicide. Et donc là, on est dans une dynamique négative qui combine désorganisation et rage. Mais ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est la combinatoire. C'est-à-dire que tous ces aspects se combinent pour donner lieu à un quotidien qui est une expérience de la galère, c'est-à-dire de choses qui ne sont pas ressenties de façon positive, puisque les combines, c'est un pis-aller par rapport à une vie normale, constituerait le fait d'avoir un emploi et un logement, une famille, etc., un projet de vie. Les combines ne permettent pas, elles permettent une stratégie de la survie, mais pas de la projection de soi dans l'avenir. La violence sans objet, on voit bien comment elle est mal vécue, parce que le fait de détruire ou d'avoir des rapports de violence physique avec la police ne sont pas des choses qui sont ressenties positivement, qui apportent quelque chose. La protection, c'est là encore un pis-aller par rapport à ce qui devrait être une stabilité psychologique qu'on devrait avoir dans une vie normale. Donc tout ça, c'est la galère, c'est-à-dire une vie négative, faite d'inconvénients, faite d'une expérience très négative du monde. Mais qui, dans la réalité du quotidien, combine ces trois types d'actions et qui fait que les mêmes jeunes peuvent, la journée, à un moment donné, se retrouver de façon très pacifique et être satisfaits de la protection liée à, par exemple, une maison de jeunes, un club de prévention ou des adultes qui interviennent en leur faveur, et puis qui, le soir ou la semaine suivante ou le week-end, s'en prennent à ces lieux parce qu'ils estiment
que c'est le symbole de leur exclusion. Donc, les détruisent, etc. Ou le symbole de la domination des institutions. Voilà, donc c'est ce qui explique le fait que cette action collective soit, quand elle a lieu, hein, c'est-à-dire des émeutes, mais aussi finalement des trafics, finalement l'organisation au quotidien de la vie des jeunes dans les cités, qu'elle ne soit pas animée par quelque chose de très cohérent, c'est parce qu'il y a une incohérence qui n'est pas une aberration, qui n'est pas quelque chose d'inexplicable, mais qui est quelque chose d'explicable si on se donne la peine de l'analyser, c'est-à-dire d'en analyser les différents ressorts. Et cette incohérence, ou plus exactement cet éclatement, puisqu'il s'agit pour Dubay d'une logique éclatée, je vous le rappelle, hein, d'une action éclatée, explique que cela ne peut pas donner lieu à quelque chose qui s'installe dans le temps et qui se construit un point de vue commun, un mouvement social, un collectif qui prenne la parole pour défendre, disons, un groupe social et qui soit susceptible d'émettre des revendications cohérentes vis-à-vis de l'État ou de la société. Donc cette situation est une situation qui n'est pas construite collectivement, mais qui est liée à une expérience du monde, d'un monde qui est une expérience négative, c'est-à-dire d'un monde qui n'est pas fait pour vous, qui n'est pas fait pour ces jeunes, qui ne les intègre pas et qui les exclut, qui les domine et qui leur impose une logique de désorganisation. Et dès lors, on se trouve dans une situation de difficulté de cette expérience, donc la galère, c'est-à-dire du rapport subjectif que les jeunes, collectivement, hein, communément en tout cas, ont au monde social, qui fait qu'ils le traitent ou ils le maltraitent d'une certaine manière dans leur action, mais qu'ils n'en recueillent aucune satisfaction. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'idée de cette expérience du monde, c'est-à-dire de ce ressenti du monde, de la manière dont on agit vis-à-vis de ce ressenti, mais qui a pour conséquence que les institutions, par exemple, vont se crisper et que du coup le ressenti va être encore plus négatif. Si la police ne vous aime pas, vous allez ressentir ça de façon négative et donc l'exprimer de toutes sortes de manières qui ferait que la police vous aimera encore moins. Et c'est un phénomène circulaire. Donc, on est dans quelque chose qui s'aggrave, mais qui s'aggrave parce que cette expérience du monde est négative, parce que cette subjectivité est négative. Et ce qui est apparent ici, c'est l'écart entre ce que la société propose, le système social dans son ensemble, et l'expérience que ces jeunes en ont. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que le concept d'expérience peut s'appliquer sur toutes sortes d'autres situations contemporaines, dans toutes sortes d'autres domaines des rapports sociaux, dès lors que l'écart se creuse entre le système tel qu'il fonctionne et l'expérience qu'en ont les acteurs, qui les conduit à des actions qui ne sont pas celles qui sont nécessairement attendues par le système, par la collectivité, par les institutions. Donc, c'est l'étape suivante où le concept d'expérience, on va le voir, peut s'étendre à toute une série de situations. Donc, François Dubay va commettre plusieurs ouvrages à la suite de la galère, dont notamment l'ouvrage Sociologie d'expérience que je citais tout à l'heure et qui figure parmi les textes pour les travaux dirigés. Excusez-moi. Et parce qu'il va considérer que l'expérience, le concept d'expérience et la réalité qu'il recouvre constituent un élément absolument essentiel, central,
dans le fonctionnement des rapports sociaux, et notamment dans l'interface entre l'action sociale au quotidien des acteurs sociaux, qu'ils soient individuels ou collectifs, et le système social dans sa généralité, qui lui est le produit de logiques qui ne se réduisent pas à la combinaison ou à l'agrégation des actions sociales locales.